Je vous demande de vous asseoir, les personnes qui sont encore debout, s'il vous plaît. On va reprendre les conférences. Alors nous allons reprendre ce cycle de conférences avec Luc Bichet, avec grand plaisir une deuxième fois. Il va nous parler cette fois-ci d'une brûlante actualité, le monde moderne et les 4 âges. Comment utiliser la crise actuelle pour remettre l'être humain à sa juste place et redonner son sens au monde. Bonjour à tous. Ça marche? Ah, pardon, Faut que tu le montes. Bonjour à tous. Ouais. Ça marche, merci. Donc, je voudrais aborder avec vous effectivement une question importante. Vous savez qu'on va tous, non seulement on y va, mais on y est d'ailleurs, dans la 6e grande extinction. Alors, je suis désolé de commencer le matin avec une mauvaise nouvelle. Allez, au revoir. Il y a eu 5 grandes extinctions dans l'histoire, pour des raisons astronomiques essentiellement, et puis un accident. Par exemple, au Permien, il y a 320 millions d'années à peu près, il y a 95% des espèces vivantes qui ont disparu. Pas des individus, mais des espèces. Donc c'est considérable. Et la vie, bien sûr, a repris. Et puis la dernière, qui est la plus connue, il y a 62 millions d'années à peu près, la fameuse explosion d'astéroïdes au large du golfe du Mexique, qui a fait que ça a créé beaucoup de volcans, de volcanisme, et donc toute la Terre a été complètement obscurcie pendant plusieurs années, et donc la végétation a disparu, les dinosaures ont disparu, bien sûr. Et à ce moment-là, alors ça c'est la bonne nouvelle, il y avait un petit mammifère dont on ne connaît pas vraiment le nom, qui a pu évidemment survivre dans le décombre, et qui du coup, au fur et à mesure des dizaines de milliers d'années qui s'écoulaient, il s'est diversifié et il a donné naissance au cheval, à la souris, à l'homme, au chimpanzé et à tous les mammifères en réalité. Donc vous voyez bien qu'une grande catastrophe est en fait un renouvellement. Et on sait d'un point de vue biologique qu'à chaque fois qu'on est rentré dans une grande extinction, l'espèce dominante a disparu. Les dinosaures, il y a 62 millions d'années, les ammonites, il y a 320 millions d'années, et la vie a repris avec un foisonnement d'espèces nouvelles. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, évidemment, tout dépend de quel côté de l'histoire on se place. Alors ces structures biologiques, on la retrouve dans la mythologie. Et notamment dans le schéma des 4 âges. Alors je ne sais pas si on peut dire ça que c'est un mythe des 4 âges ou un modèle des 4 âges, mais il y a quand même les dieux qui interviennent. Donc on va dire que c'est une structure mythologique. Alors cette thèse des 4 âges que vous connaissez, âge d'or, âge d'argent, âge de bronze, âge de fer, a une origine iranienne. Elle est née dans le bassin iranien, dans la Mésopotamie, il y a à peu près 5-6 000 ans. Et c'est répandu dans tout le bassin moyen-oriental, occidental et indien. Autrement dit, c'est un mythe qu'on retrouve bien sûr en Inde, dans l'hindouisme. On le retrouve dans les traditions germaniques, on le retrouve dans les traditions grecques, et je vais vous parler de la tradition grecque, celle que je connais le mieux. Donc, si on suit la pensée grecque, l'âge d'or est, dans la tradition orphique en tout cas, l'âge d'or est régi par Chronos, par Saturne. Alors ça peut sembler bizarre, parce qu'on associe souvent Saturne à la fin des choses, à la mort, au temps. Mais en fait, Saturne, c'est aussi la divinité qui avale ses enfants. Autrement dit, elle avale sa progéniture. Autrement dit, elle empêche le déroulement du temps. Elle empêche l'avènement du futur. Et d'autre part, ça, évidemment, c'est la version psychanalytique de Saturne qui est dans le champ du refoulement, dans le champ de l'interdit. Mais on peut aussi voir cette divinité autrement. Le fait d'avaler ses enfants fait de Chronos le seul dieu mâle enceint de ses œuvres. Autrement dit,
il joue le rôle d'une femme, en fait, puisqu'il porte ses enfants dans son ventre, puisqu'il les a avalés dès leur naissance, dès que Réa leur a donné naissance, il les a avalés pour ne pas se faire détrôner. Et vous connaissez l'histoire. Réa, donc sa femme, cache le dernier-né dans la forêt et le fait élever par une tribu dont j'ai oublié le nom. Et à la place, elle met une pierre dans les langes et Cronos avale la pierre sans même se rendre compte que ça n'a pas le bon goût des chairs fraîches qu'il trouve d'habitude. Donc dans son vaste ventre gisent ses enfants et à un moment Métis, ça veut dire la ruse en grec. Métis va lui faire boire un émétique, c'est-à-dire une boisson qui va le faire vomir, et il va régurgiter ses enfants par la bouche. Donc les enfants qui étaient sortis du ventre par la voie normale chez sa titanide de femme sont régurgités par la bouche du titan. Donc ici, symboliquement, on assiste à la deuxième naissance. Naissance spirituelle, naissance au soi, on dirait aujourd'hui, et non pas seulement naissance de chair. C'est pour ça que c'est devenu les dieux en réalité. Alors c'est intéressant, si vous faites de l'astrologie, de voir que Zeus, Jupiter, a été le seul dieu à ne pas être avalé goulûment par Cronos. Il a régurgité Cronos, il a régurgité Neptune, Pluton, etc. Or Zeus est, si vous avez une dominante jupitérienne dans votre thème, Zeus est cette planète archétype qui est toute dans l'extériorité. Elle n'est pas dans l'intériorisation. Son angoisse, c'est la peur de la mort, et son ravissement, c'est la conquête de l'espace. Et donc, Zeus, c'est ce dieu qui n'est pas passé par l'intériorité, la naissance de ce que j'appelais hier le corps d'intériorité, et qui, du coup, n'est pas né une deuxième fois. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, en fait, Chronos, c'est le maître de l'âge d'or, et les autres âges, argent, bronze et fer, vont être sous la domination de Jupiter, c'est-à-dire le dieu de l'extériorisation, précisément. Donc, qu'est-ce qui se passait au moment de l'âge d'or? Je me réfère à Ovide. Ovide disait qu'il y avait un éternel printemps. Donc, du coup, le temps n'existait pas encore, puisque le temps est marqué par la succession des saisons. Que les gens riaient beaucoup, que les humains d'alors communiaient à la table des dieux, mangeaient à la table des dieux, qu'il y avait un éternel printemps, qu'il n'y avait pas besoin, il y avait une fraternité permanente, il n'y avait pas besoin de travailler, puisqu'ils se nourrissaient de fruits qui poussaient sur les arbres, qui ne devaient pas se déplacer beaucoup pour aller chercher leur nourriture, bref, le paradis. Donc l'âge d'or, évidemment qu'on va associer au soleil, puisque l'or est... Donc vous voyez, le rapport Saturne-Soleil, en réalité, dans cette structure. Donc c'est ces moments où l'humanité est dans la joie, est dans la fraternité, est dans l'échange, ne doit pas travailler. Et où tout le monde est ravi, pourquoi? Parce que les hommes sont en communion avec les dieux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là on va faire l'association évidemment entre les peuples premiers et l'âge d'or, puisque pour les peuples premiers, d'abord ils sont nomades, donc ils ne vont pas chercher leur nourriture loin, ils n'ont pas besoin de cultiver la terre, et d'autre part, la nature est l'épiphanie de la grande déesse. Et les lois de la nature sont les lois de Dieu. L'épiphanie, ça veut dire la révélation. Donc la nature est la révélation du principe spirituel. Donc dans ce monde-là, il y a une espèce de communion, d'osmose, entre les humains et le monde extérieur. Et ils sont également collés à leur mythe fondateur, c'est-à-dire dans les peuples premiers, alors je vous en reparlerai en parlant de la notion de temps qui est importante, mais chez les peuples premiers, c'est le retour cyclique toujours du même. Donc on est dans un éternel printemps, c'est-à-dire on est toujours dans une adéquation la plus précise et la plus continuelle possible entre les hommes et leur mythe de création. Ensuite est venu l'âge d'argent. Alors, un point important, c'est qu'il y a une dégradation, c'est-à-dire l'archétype se dégrade toujours en réalité. Vous le voyez bien, quand vous commencez quelque chose, vous êtes dans l'enthousiasme, parce que vous êtes en contact avec un fil du monde du sens. Et puis, quand il faut rentrer dans la matière, dans le concret, dans le truc, à un moment, on a comment on appelle ça, la tête dans le guidon, et on perd le sens de ce qu'on fait, et on est
envahi dans le champ de la matière. Donc ça, c'est un schéma général qu'on retrouve à la fois dans la civilisation et dans le monde mythologique. Autrement dit, c'est la dégradation de l'archétype, qui est d'abord lumineux, extraordinaire, fantastique. C'est le taureau blanc qui a donné naissance à l'Europe, et puis ensuite ce taureau va se dégrader, devenir un taureau sauvage, en passant par le Minotaure. Donc le monde du sens, lorsqu'il s'incarne dans notre réalité ordinaire, soit individuelle, soit collective, a tendance toujours à perdre son énergie, sa puissance, et à s'enfermer dans la matière. Donc c'est ce grand schéma des 4 âges, puisqu'on passe de l'âge d'or à l'âge de fer, on passe de l'âge de la lumière à l'âge du fer qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'âge d'argent, c'est quoi? C'est Zeus qui va prendre le pouvoir sur l'âge d'argent, donc on rentre dans l'extériorité, on n'est plus en communion avec le monde des dieux. On ne sait plus ce que c'est que la seconde naissance, on dirait en termes jungiens que le contact avec le soi est perdu, puisque la présence de soi au soi, c'est en réalité ça, la deuxième naissance. Et donc Zeus introduit les saisons, c'est-à-dire le rythme du temps. Et à ce moment-là, pour la première fois, nous dit Ovide, les hommes doivent chercher des branchages pour se mettre à l'abri et chercher, je vais vous donner une citation. C'est alors que pour la première fois, les hommes se réfugient dans des demeures, et ces demeures furent des grottes, des buissons touffus, des abris de branchages reliés par l'écorce. Pour la première fois, les semences d'ondes cérès furent enfouies dans les longs sillons, et le poids du joug fit frémir les jeunes taureaux. Et j'ajoute ensuite que les hommes étaient mangeurs de pain, puis totalement soumis à leur mère, c'est-à-dire à la terre-mère. Ils n'osaient pas lui désobéir, étaient querelleurs et ignorants. Donc on est quasiment littéralement dans l'entrée dans le monde agriculture-élevage ici. C'est-à-dire la rue, si on le ramène évidemment à notre cycle de civilisation, c'est une analogie, c'est pas une chose précise. Parce que si vous regardez, parce que les Indiens, les hindous ont donné des temps à ces âges, ce qu'on appelle les Manvantara. Or, ces temps eux-mêmes dépassent l'âge de l'univers en réalité. Donc, c'est difficile de... Donc on ne peut faire qu'une analogie par rapport à notre cycle de civilisation, c'est-à-dire notre humanité en réalité. Mais quoi qu'il en soit, chaque âge est beaucoup plus court. L'âge qui suit est beaucoup plus court que l'âge qui précède. Juste pour vous donner une idée, nomade, chasse-cueillette, âge d'or, on peut dire il y a 100 000 ans à peu près, que l'humanité s'est organisée pour parcourir les grandes forêts et cueillir les baies. L'agriculture-élevage, si on regarde un peu les archives, est apparue entre 13 et 15 000 ans dans le bassin méditerranéen. Donc ici, cette époque va durer beaucoup moins longtemps que l'époque précédente. Alors, agriculture-élevage, c'est quoi? C'est le fait que, vous voyez ce qui se passe quand je suis agriculteur, je fais un cercle ou un carré, et j'appelle ça un champ, et je dis c'est à moi. Donc naissance de l'ego, séparation de la partie du tout. Donc on quitte l'osmose des peuples premiers dès qu'on commence à faire de l'agriculture. Non seulement je dis c'est à moi, mais je considère qu'il y a un ennemi. L'ennemi c'est l'autre. Pourquoi c'est l'autre? C'est le monde extérieur. Pourquoi c'est l'autre? Parce que simplement ils veulent me piquer mes réserves de blé, me voler mes moutons et que les bêtes extérieures vont aller brouter le blé que j'ai cultivé pour se nourrir. Donc on rentre dans le diabole en réalité. On rentre dans le monde de diabole. On quitte le monde du symbole, du symbolène, de l'union, de l'osmose avec la nature, pour rentrer dans le monde de la division. Donc il y a les bons et les méchants. Les bons, évidemment, c'est toujours moi, et ceux que j'apprécie, et les méchants, c'est toujours les autres, bien évidemment. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc c'est pour ça qu'au fond, cette deuxième race d'hommes, nous dit Ovide, est pire que la précédente. C'est-à-dire il y a une perte de l'amour filial, il y a de la violence qui commence à naître, pas encore le crime arrivera plus tard. Alors là, je voudrais vous donner à nouveau une citation.
Oui, non, je viens de vous la lire en fait. Donc, pardon. Donc, la séparativité se met en place parce que les hommes se mettent dans des grottes et parce qu'ils construisent autour d'eux des espèces de cercles infranchissables et la possessivité, la possession se met en place. Donc on va associer cette période mythologique à une période historique qui est l'agriculture-élevage. De même qu'on avait associé l'âge d'or au nomadisme. Et puis vint un troisième âge, l'âge de bronze. Alors vous savez que le bronze, c'est un mélange d'étain et de cuivre. Donc c'est Jupiter-Vénus d'un point de vue astrologique, d'un point de vue symbolique. Alors que l'argent, c'était la Lune, et l'or, c'était le Soleil. Cette nouvelle race des hommes, nous dit le texte, n'est pas mieux réussie que la précédente, puisque les hommes commencent à vouloir construire des bateaux. La violence surgit de plus en plus, de manière de plus en plus importante. Et il y a une perte de l'amour filial, il y a une perte de la relation. On va associer cet âge à une grande période qui a bouleversé l'humanité, c'est-à-dire à partir des années 1760, c'est-à-dire la révolution industrielle, industrie-commerce. Autrement dit, ce qui était important à ce moment-là, c'est quoi? C'est l'espace, c'est le capital, c'est l'espace du vent, c'est l'exploitation de la planète. Donc vous voyez bien que la violence, par rapport aux éléments naturels et la terre-mère, s'accroît à nouveau. Il ne s'agit plus seulement de faire un champ et de dire voilà, c'est à moi, alors que ça appartient à tout le monde, ça appartient à l'univers. Mais en plus, on fait des trous pour exploiter la terre, pour exploiter la nature. Et puis il va le quatrième âge, qui est l'âge du fer. Alors l'âge du fer, cette fois-ci, je vais vous redonner une citation d'Ovide, toujours dans la Métamorphose. Ce fut l'invasion dans un âge d'un pire métal de tout ce que représentent les dieux, la déroute de l'homme, de la franchise, de la loyauté. À leur place s'installèrent la tromperie, la ruse, le piège insidieux, le criminel appétit de la possession. Le navigateur ouvrait ses voiles au vent, sans bien les connaître. Pardon, j'ai les yeux qui piquent. Et donc, oui, j'arrive plus à lire, j'ai les yeux qui piquent. Pardon. Et donc, on nous dit aussi que Astrée, la déesse de la justice, va quitter la terre, ruisselante de sang. Donc évidemment, c'est le point de vue des dieux, c'est pas le point de vue des hommes qui est donné par Ovide. Donc progressivement, l'humanité, les âges différents de l'humanité se séparent en réalité du monde des archétypes, du monde du sens. Et on va associer cette période, donc en gros, soit on dit les années 60, soit on dit 1989. Pourquoi? Parce que c'est le début de la nouvelle époque qu'on connaît aujourd'hui, création-communication. Les années 60, c'est la naissance des ordinateurs, et 1989, c'est la naissance du lien Internet, qui a permis justement le développement extraordinaire de ce moyen de communication. Alors ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'entre 100 000 ans, 15 000 ans, 3 siècles et 30 ans, on a une accélération du temps, on a une accélération de l'histoire. Et donc notre âge ne va pas durer 1000 ans, il ne va pas durer non plus 50 ans. Enfin, il peut durer 50 ans, mais ça fait déjà, si on compte à peu près correctement, 90, 89, donc ça fait déjà 30 ans. Donc vous voyez que on est dans une période cruciale de l'histoire de l'humanité à la fin de l'âge de fer. À la fin de l'âge de fer. Pourquoi il n'y aura pas de cinquième âge? Déjà, le mythe nous le dit. Le mythe nous dit que c'est à la fin des temps, le monde, la masse du monde élaborée avec tant d'art sera détruite par le feu.
On a eu déjà le déluge, mais la destruction par l'eau est déjà ancienne dans notre histoire, puisque ça correspond à Noé, ou à deux Calions dans la mythologie grecque, à Noé de la Bible. Et ce fameux déluge, on le retrouve dans l'archéologie. Donc, si on regarde l'histoire de l'humanité, on voit que on est à un point crucial de transformation, donc on est à un moment de l'apocalypse, en d'autres termes. En voyant que l'apocalypse veut dire à la fois révélation et destruction. Qu'est-ce qui s'est passé au fil de ces années? Alors je vais quand même développer un petit peu le rapport au temps, parce que c'est un point important, pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Les peuples premiers n'avaient qu'une obsession, c'est de ne pas entrer dans l'histoire. Autrement dit, comment on fait pour ne pas entrer dans l'histoire? On détruit la mémoire. Détruire la mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire détruire les actes personnels qui ne se réfèrent pas à l'exemplarité de l'archétype. Autrement dit, évidemment, l'individualisme était banni. Et évidemment, il y a toujours des erreurs de parcours, il y a toujours des actes individuels. Et comment on faisait pour empêcher l'histoire de se mettre en route? On détruisait la mémoire, et pour réparer les erreurs du temps que la communauté a commises, on faisait à la fin de chaque année, puisque le temps cyclique à l'époque durait une année. En Perse, en Iran, il y avait cette fameuse fête du Nowroz, où il y avait des bouleversements des valeurs. L'esclave prenait la place du roi, les licences sexuelles étaient autorisées, toutes les valeurs de la communauté étaient renversées, et la communauté rentrait rituellement dans une phase de chaos. Phase de chaos qui permettait en fait la renaissance de la nouvelle année, l'année suivante. Et la renaissance de la nouvelle année, ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement lutter contre l'usure du temps. L'usure du temps, c'est quoi? C'est le fait que ce temps de l'éternité, ce temps de l'éternel retour, a été usé par des actes personnels, et que ceux-ci doivent être rachetés, doivent être transformés. Donc au fond, d'un point de vue psychanalytique, on dirait que c'est le retour du refoulé sous une forme rituelle qui permet de se libérer de toutes les idiosyncrasies, de toutes les choses personnelles, pour retrouver la pureté des archétypes et recommencer une nouvelle année dans un contact direct avec le soi, avec le monde du sens. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant ces périodes, c'était aussi non seulement la fête des fous, mais aussi le moment où les initiables où les impétrants aux écoles du mystère étaient initiés. Autrement dit, pendant ces 12 jours qui séparent aujourd'hui Noël de l'Épiphanie, les personnes qui le souhaitaient ou qui le pouvaient étaient introduites aux écoles de mystère. Donc là, on a bien sûr la possibilité dans cette période-là d'être initié en conscience au monde du sens, et pas seulement de suivre les rites et les valeurs collectives qui fondent l'identité de la communauté. Et puis, ça c'est le temps mythique, donc c'est le temps des peuples premiers. Comment lutter contre l'usure du temps? Comment lutter contre toute forme de personnalisation qui détruit en réalité l'harmonie de la communauté? Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'histoire, parce que l'histoire, c'est quoi? C'est de la mémoire, c'est de l'écriture. Et donc il y a 15 000 ans à peu près, les premiers peuples, c'est-à-dire les premiers monothéismes en fait, se sont mis en place et ont fait la rentrée dans l'histoire. Puisqu'ils ont écrit des livres, puisqu'ils ont écrit des hiéroglyphes sur les monuments, etc. Donc dès qu'on écrit quelque chose, bien sûr, on va rentrer, on va produire de l'histoire. Et donc à ce moment-là, dans la vision monothéiste, on peut parler de la vision chrétienne par exemple, le temps n'est plus cyclique, mais il va s'allonger en une immense boucle avec un alpha et un oméga. Autrement dit, on va considérer qu'il y a un commencement et qu'il y a une fin. La fin, ça s'appelle l'Apocalypse chez Saint Jean. Et donc, tout se passe comme si ce temps cyclique était renouvelé chaque année
par des rituels et par la fête du Nowruz, la fête de la nouvelle année, et l'ouverture des écoles de mystère. Tout se passe comme si ce temps cyclique s'allongeait en un immense cycle où il y avait un commencement et une fin. Et l'autre idée, puisque le temps existe, puisque le temps se déroule, l'autre idée, c'est l'idée de mission. On a eu les missions chrétiennes, on a les missions spirituelles. L'idée, c'est quoi? C'est que le peuple de Dieu a pour mission de réaliser l'archétype, c'est-à-dire son Dieu, sur la terre. Et donc là, évidemment, on rentre dans des conceptions un peu compliquées, parce que comment dirais-je, on va se projeter sur l'avenir et essayer de réaliser la volonté de Dieu sur la terre. Je vous parle de ça parce que ces 3 ou ces 4 temps que je vais évoquer existent encore aujourd'hui dans nos vies. On va voir pourquoi. Donc c'est Saint Augustin qui a beaucoup théorisé ça au 5e siècle de notre ère, comme quoi dans sa Cité de Dieu précisément. Et puis ensuite, avec le temps scientifique et l'industrie-commerce, donc 1760 à peu près, le temps a perdu son sens. C'est-à-dire, si vous regardez les sciences, le temps est juste une variable, petit t, qui peut être d'ailleurs petit moins t, on ne voit pas beaucoup de différence dans les équations, ça ne fait pas de différence. Pour vous prendre une image, le temps c'est un peu comme un homme ivre sur un immense terrain plat qui tâtonne et qui ne sait pas où il va. Donc le temps n'a pas de direction. C'est Darwin qui dit l'évolution des espèces, c'est quoi? Elle n'est plus mue par un archétype. D'abord, les peuples premiers disent qu'il n'y a pas d'évolution. Ensuite, pour le christianisme, l'évolution s'est accomplie à l'archétype sur la Terre. Et puis, pour le scientifique, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire, ce qu'on appelle, entre guillemets, évolution, c'est juste l'adaptation à l'environnement et le hasard des mutations génétiques liées à certaines conditions de l'environnement, comme les ultraviolets, etc. Donc, il ne s'agit pas de chercher une direction et un sens, puisqu'il n'y en a pas. Puisqu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de sens, tout est permis, tout est autorisé. Donc, qu'est-ce qui va faire référence? C'est plus l'archétype, l'exemplarité, comme au premier temps. C'est plus le religieux, le théologien qui connaît la volonté de Dieu, comme dans les peuples messianiques. C'est en réalité le plus riche, le plus puissant, le plus habile, le plus bavardeur, etc., etc. Donc c'est la personne, au fond, qui va produire du sens, et ce sens, essayer de le diffuser par tous les moyens de communication dont il dispose. Donc ça a duré jusqu'en 1989, ce temps scientifique. Puis aujourd'hui, on est rentré dans quoi? Bon, avec la mécanique quantique au début du XXe siècle. On est rentré dans un temps qui n'est plus causal, c'est-à-dire qui n'est plus comme les dominos dont on parlait hier. On est rentré dans le temps du zapping. On est rentré en fait dans une période où qui réunit en fait les 3 autres âges. Pourquoi? Parce qu'on a individuellement, on a tous ce désir de retourner vers notre essence, temps mythique. On a tous besoin d'une mission d'accomplir quelque chose qui soit significatif, tant religieux, tant messianique. Et on a tous besoin de saisir des opportunités dans notre vie qui nous permettent de tirer notre épingle du jeu. Donc c'est un temps scientifique, adaptation à l'environnement. Et puis, je voudrais évoquer avec vous une 4e possibilité d'envisager le temps. Je ne parle pas du temps en réalité, je parle de notre rapport au temps. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui se passe si on réfléchit à la chose qui serait le temps réel, le temps actuel, qui va permettre justement le passage à la nouvelle année, c'est-à-dire qui va nous permettre de traverser cette apocalypse, cette 6e grande extinction qu'on a mis en place. L'idée, c'est de dire que c'est pas on a l'habitude de penser que c'est le passé qui produit le futur. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Parce qu'un événement ne peut pas être... Parce qu'un événement est déjà présent avant d'être passé.
Vous me suivez? Donc c'est bien le présent qui produit le passé, et non pas le passé qui produit le futur. Donc la causalité n'est que... Alors pourquoi on pense ça? On pense ça parce qu'on pense, en fait, on est habitué à penser que c'est notre présent qui va construire notre avenir. C'est ce qu'on pense maintenant, ce qu'on fait maintenant, qui va nous diriger dans telle ou telle situation, ou telle activité familiale, professionnelle, projet, que sais-je encore. Et donc, si on dit que c'est le présent qui construit notre avenir, il est logique de penser que c'est le passé qui a construit notre présent. Mais en fait, c'est une erreur de perspective. Il n'y a que le présent. Dire que le passé construit le futur, le présent, c'est un peu dire comme ce serait dire que c'est le sillage du bateau qui produit son mouvement, ou le mouvement ou la trajectoire du mobile qui fait son dynamisme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, si on réalise que c'est le présent qui produit le passé et que le passé n'est simplement ce qui ne change pas, le passé, c'est la mémoire du présent, d'une certaine manière. C'est ce qui n'a pas changé. C'est-à-dire, c'est ce qui va obstruer, en réalité, la réalisation du présent. Donc, du coup, je vous invite à voir la chose suivante, comme les anciens Grecs, d'ailleurs, le pensaient, que l'avenir, nous, on dit habituellement, l'avenir est devant nous et le passé est derrière nous. Donc, le sujet, le moi, va dire mon avenir est devant moi et mon passé, je le mets sur le tapis, hein, je ne le regarde pas trop parce que franchement ça m'emmerde, ça me retient, c'est quelque chose qui me conditionne, mais à chaque instant j'essaie de dépasser des conditionnements et de dépasser mon passé pour aller vers mon futur. Donc ça c'est la vision du sujet. La vision de l'âme, c'est bien de dire le passé est devant moi parce que forcément je le vois, et la vision de l'âme c'est de dire je détiens les mémoires du futur. Et là la mémoire du futur, c'est-à-dire l'âme c'est exactement où nous allons si nous acceptons de renoncer au sens que nous donnons à notre vie pour accueillir le sens que la vie veut pour nous. Je fais une pause parce que c'est important. Accueillir le sens que la vie veut pour nous, c'est-à-dire accueillir l'inconnu, accueillir le mystère, accueillir ce qui est dans notre dos. Or, dans notre dos, c'est bien notre futur, du point de vue de l'âme. Puisque c'est ce qui va se produire au-delà et en deçà de la volonté du moi, pour la réalisation du soi. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, au fond, c'est une des clés qui va nous permettre de traverser cet apocalypse dans lequel on se trouve. Vous voyez qu'à chaque ère, à chaque âge, on a changé de conception du temps. On est passé de l'âge d'or, temps mythique, temps de l'éternel retour, pour reprendre cette formule de Nietzsche. Donc le temps était un ennemi contre lequel il fallait lutter. Âge messianique, donc âge d'argent. Le temps est un allié et l'ami de Dieu, si je puis dire, parce que c'est parce que je prends du temps et que je traverse des épreuves et que je suis fort et à l'écoute de la voix de Dieu, de la voix du mystère, que je peux accomplir sa volonté sur la terre. On peut faire facilement une analogie entre agriculture, élevage et messianisme, puisque, au fond, la semence de sens portée par l'archétype est analogue à la semence biologique portée par le cultivateur. Puisque la semence biologique doit s'efforcer à naître, crucifier la graine, pour reprendre l'expression de Rudyard, et grandir, croître, évoluer, rencontrer des obstacles et fleurir pour montrer au monde son essence. C'est exactement la logique messianique, où le monde du sens, on doit le contacter, on doit avoir la foi, contacter la divinité, le faire grandir en soi,
et entrer dans une dimension de partage messianique pour que chacun puisse sentir la fragrance de la présence du divin, tel qu'on le conçoit en tout cas, sur la terre. Donc on a une analogie parfaite entre la semence de sens et la semence d'esprit. Évidemment, avec le monde scientifique qui a donné naissance à la société technologique, donc troisième âge, âge de bronze, ce temps-là ne fonctionne plus. On a un temps scientifique, je l'évoquais tout à l'heure, qui est semblable à cet homme ivre qui avance mais qui ne sait pas où il va. Le temps n'a pas de direction ici. Le temps n'a pas de flèche. Et donc à ce moment-là, on est dans une espèce de no man's land où l'individu, avec ses idiosyncrasies, va prendre tout le pouvoir, son habileté, etc. Et puis, ce quatrième temps que j'évoque, qui permet de se reconnecter à l'archétype, c'est-à-dire en étant dans le présent du présent, mais individuellement cette fois-ci, non pas collectivement. Donc vous voyez ce qui s'est passé, on a une croissance en liberté en réalité. La perte, le désenchantement du monde est concomitant à une croissance en liberté. Puisque à l'âge d'or, peuple premier, les gens étaient scotchés au mythe et l'exil du groupe était signe de mort. On ne peut pas survivre tout seul dans la grande forêt, c'est pas possible. À l'âge d'argent, agriculture, élevage, l'exil était une punition, mais on peut quand même survivre quelque part dans une île. À l'âge industrie-commerce, l'exil est une nécessité pour faire son trou. C'est-à-dire, il y a des gens, âge de bronze, il y a des gens qui vont en Amérique faire fortune, il y a des gens qui vont faire le tour du pôle, il y a des gens qui quittent leur famille, leur patrie, etc., pour s'exiler et s'enrichir. Donc l'exil est une nécessité évolutive. Et aujourd'hui, l'exil est devenu d'une banalité effrayante. C'est-à-dire, dans notre monde, chacun se retrouve tout seul derrière son ordinateur. Donc le prix à payer de la liberté, c'est la solitude. La coupure à la fois de l'archétype et la coupure du monde ordinaire. Enfin, du lien social, en réalité. Je vais essayer de vous le formuler autrement, mais je dis toujours la même chose, mais sous des formes différentes. Mais en disant, puisque le confinement est à la mode. Vous avez remarqué. C'est pas une invention du président de la République, le confinement. Le confinement rentre dans un processus historique. Vous voyez que le nomade, lui, il est confiné à rien du tout. Il est dans sa grande forêt, de sa grande prairie, de sa grande nature, et il va où il veut. L'agriculteur, il va se confiner à l'intérieur de son champ. C'est-à-dire, il va se confiner à l'intérieur de l'ego, en réalité. Symboliquement, il a perdu la communion, l'osmose, avec à la fois le mythe fondateur et la grande nature. Qui, encore une fois, est l'épiphanie de la grande déesse, dans cette logique. Donc, le paysan se confine avec ses animaux et ses céréales dans son champ. Et puis, âge de bronze, industrie-commerce, qu'est-ce qui se passe? Les ouvriers vont rentrer dans les usines. Autrement dit, à nouveau, donc la nature va être réduite au jardin ouvrier, si vous voulez, et puis les gens vont rentrer dans les usines, c'est-à-dire on conserve quand même un peu de lien social du fait des syndicats, mais on se coupe de la lumière du jour. Et puis, dernier âge de fer, création-communication, on se confine. Je ne parle pas des événements politiques, mais on se confine derrière nos ordinateurs, derrière nos écrans, dans notre bureau. Et la nature, c'est le pot de fleurs qui est posé sur le bureau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on se coupe de plus en plus du monde extérieur, à la fois dans sa dimension métaphysique et sa dimension physique et biologique, pour rentrer, alors derrière un écran. Alors ça, c'est l'ambivalence, c'est le mystère de l'écran. L'écran, c'est un écran. C'est-à-dire c'est un truc là, qui nous empêche de... Mais c'est aussi un miroir magique. Donc l'écran, ça va... Alors après, si on continue l'histoire, vous voyez qu'on ne peut pas aller plus loin.
Alors, vous allez me dire, on peut toujours faire pire, ça c'est vrai. Mais en tout cas, c'est difficile d'imaginer qu'on aille plus loin dans le confinement. Donc, la première chose que je voulais évoquer, c'est le fait que le confinement est une loi historique. C'est pas un accident de l'histoire. L'accident de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on a confiné les gens bien portants au lieu de confiner les gens malades, comme on faisait avant. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, le fait qu'on se retrouve de plus en plus isolé en tant qu'individu est le signe de retournement. Donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est dans l'isolement ou est-ce qu'on est dans la solitude? Alors, j'ai pas de paperboard, c'est dommage, sinon je vous aurais écrit solitude en langue des oiseaux, mais on va essayer de le faire quand même. Vous avez sol, donc le soleil, I, la ligne tertielle, donc la ligne de la transcendance, tu, TU, comme tu es, hein, D apostrophe, grand E. Donc le E, c'est la 5e lettre de l'alphabet, A, B, C, D, E. 5e signe, le signe astrologique du lion. Et que fait le E dans la symbolique des lettres? C'est une ligne verticale qui relie 3 lignes horizontales. Donc c'est quelqu'un qui est dans son axe vertical et qui réunit les plans physiques, émotionnels, mentaux. Donc c'est la personnalité entière, c'est la personnalité affirmée. Donc le E, c'est l'affirmation du moi, c'est la réalisation du moi, en analogie aussi avec, bien sûr, le signe du lion. Donc je reviens à ma solitude. Le soleil, le sol, qui met en contact avec la transcendance parce qu'il tue tout ce qui vient du E de la personnalité. Donc vous voyez que le sens de la solitude, c'est de nous permettre de renoncer au moi et à ses images, qui sont d'ailleurs en permanence valorisées par les miroirs que les autres nous renvoient. Donc là, s'il n'y a plus de miroir, on se retrouve face à soi-même. Et à ce moment-là, on peut contacter la transcendance du I, on tue le E, on contacte la transcendance du I, et on découvre le soleil. Et c'est-à-dire, on est rayonnant comme un soleil. Le soleil est à la fois, comment dirais-je, individuel et universel. Parce que c'est bien sûr une étoile solitaire, parce que c'est bien sûr un astre solitaire au milieu du système solaire, mais c'est aussi une étoile parmi d'autres étoiles, et qui appartient à une constellation. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que la solitude est une bénédiction, si elle n'est pas vécue comme un isolement. Isolement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va mentir au soleil, de la langue des oiseaux. Donc c'est ça le retournement d'aujourd'hui. Alors, comment passer cette phase d'apocalypse dans laquelle qu'on appelle aujourd'hui la 6e grande extinction? Alors, la nature va nous raconter des trucs, puisque la nature, elle a réussi à traverser déjà 5 grandes extinctions. Donc la question est de savoir comment elle va faire. Alors je voudrais vous donner quelques clés, si on regarde l'évolution biologique, qui permettent ce passage. La première, vous savez, il y a une petite cellule. Il y a plein d'exemples en biologie. Je pense par exemple aux actinomycètes, qui sont des petites cellules indépendantes, et puis, donc ils se nourrissent sur le sol. Je crois que c'est des levures. Et puis, lorsque la nourriture vient à manquer, elles se rassemblent, elles prennent la forme d'un pied, c'est très impressionnant si vous regardez les images là-dessus. Elles prennent la forme d'un pied, et puis comme son pied se déplace vers un endroit où il y a plus de nourriture. Et quand elles sont arrivées vers un endroit où il y a plus de nourriture, paf, elles se séparent à nouveau, elles vont manger chacune de leur côté. Donc vous voyez l'intelligence du vivant, qui est capable, ici c'est la coopération, mais qui est capable de trouver des solutions complètement nouvelles à une situation catastrophique. Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien à manger. On a d'autres exemples, on a cette fameuse orchidée, dont les fleurs prennent la couleur, la forme et la taille d'une abeille, et donc ça attire les mâles.
Et du coup, les mâles vont se précipiter sur l'abeille fleur, croyant que c'est une vraie abeille, évidemment, et ils vont ainsi permettre la fécondation de l'orchidée. Donc ça, c'est le mimétisme, qu'on connaît aussi bien. Donc cette intelligence du vivant qui est capable d'imiter d'autres règnes de la nature pour continuer à se reproduire. Et puis on a aussi une petite cellule dont j'ai oublié le nom, qui est capable de créer des choses trappes en mica, avec des petits bouts de mica qu'elle a récupérés au fond de la mer, pour servir de piège pour la nourriture dont on a besoin. Une seule cellule est capable de faire ça. Donc, tout ça pour dire quoi? Qu'il y a une intelligence du vivant. Et que, alors c'est pas des intelligences individuelles, comme nous on prétend en avoir une. J'ai bien dit comme on prétend en avoir une. Mais c'est une intelligence collective qui fait que le vivant est capable, par ce qu'on appelle les intelligences émergentes, de trouver des solutions à des problèmes cruciaux de survie. Donc une des clés, bien sûr, pour passer ce moment apocalyptique dans lequel on est en train de rentrer, c'est faire confiance à l'intelligence du vivant, et notamment l'intelligence du corps. Je discutais récemment, alors pour l'intelligence du corps, j'ai interviewé récemment une personne qui est pranique depuis 4 ans et demi maintenant, et qui ne se nourrit plus que d'énergie vitale. Elle boit encore un peu, pas beaucoup, et elle ne mange plus rien. Donc évidemment, comment dirais-je, ça remet en cause les lois rationnelles de la biologie, mais on a quitté, je vous rappelle, le monde de la rationalité depuis 1989 pour rentrer dans le monde du zapping, c'est-à-dire dans le monde où on rentre dans plein de champs, on peut rentrer en même temps dans plein de champs de cohérence et de champs de réalité différents. Donc la question, c'est pas de dire le prana c'est impossible, la question c'est de dire mes conditionnements scientifiques, logiques, cartésiens, c'est ça qui rend impossible le prana. Parce que c'est l'ancien monde. Alors il paraît qu'il y a 5000 personnes qui font ça. Voilà. Donc je suis en train de mener une petite enquête sur le sujet. Donc c'est juste un exemple pour dire que si on fait confiance à l'intelligence du vivant, à l'intelligence du corps, c'est lui qui va trouver une solution et non pas le gros cerveau et l'intelligence artificielle. Ça, c'est une première clé. La deuxième clé, c'est que si on regarde l'histoire du vivant, le vivant garde toujours des stocks archaïques de son histoire. C'est-à-dire, au Galapagos, on a plein de bestiaux là, qu'on n'a plus nulle part ailleurs et qui continuent à survivre. Donc, et dans nos sociétés humaines, on a les peuples premiers qui, malgré tout, continuent à survivre. Donc on a quand même des traces des différentes époques, des différentes ères. Donc se reconnecter aux sources des vivants, aux sources de la société, aux peuples premiers en ce qui nous concerne, ou au réservoir de vivants de la nature, c'est aussi ça qui va permettre de traverser les grandes catastrophes, parce que ses ancêtres, d'une certaine manière, ont déjà traversé ces catastrophes. Donc ils ont un savoir, une manière de faire, qui peuvent nous donner des clés de passage. Alors, à l'intériorisation des fonctions. Si vous regardez la biologie, vous voyez que si je regarde par exemple la question de la fécondation, les premiers cycas, c'est-à-dire les premiers arbres qu'on a encore aujourd'hui, ce type d'arbre, ils lancent au vent leur pollen qui tombe dans des flaques d'eau ou pas. Et la fécondation va se faire dans cette eau, entre les ovules et les spermatozoïdes. Donc ici, la fécondation va se faire à l'extérieur. Puis après, on a eu les mammifères qui quand même se sont dit, on va inventer un nouveau truc, c'est de faire la fécondation à l'intérieur. C'est plus sûr que de lancer tout ça au gré du vent. Puis après, on a donc les oiseaux, par exemple, qui ne sont pas des mammifères, mais qui sont arrivés après. On dit on va faire un œuf,
Et la fécondation va se faire dans l'œuf. Puis après, les mammifères ont inventé la nidification à l'intérieur, et l'œuf, il est resté à l'intérieur, et ça a produit la naissance des bébés mammifères. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a une intériorisation de la fonction. C'est-à-dire la fonction fécondation, dans la flaque d'eau, dans l'œuf et dans le ventre, c'est progressivement incorporé dans l'organisme biologique. Un autre exemple, c'est l'histoire de l'os. Au début, les premières espèces vivantes, comme les tortues, l'os était à l'extérieur. C'est logique, hein. C'est logique, parce que c'est mieux de se protéger à l'extérieur que de s'emmerder à avoir une peau fragile à l'extérieur. Donc la carapace protège mieux que la peau. Mais progressivement, dans l'évolution, la carapace s'est intériorisée, elle est devenue os, et donc elle a permis des trucs incroyables qui s'appellent le déplacement rapide, la course à pied, etc. De même, chez la thermorégulation chez les lézards et les araignées, c'est-à-dire les organismes primitifs, n'existe pas. C'est-à-dire ils doivent se chauffer au soleil, ils ont du sang-froid. Et la nature a inventé un truc vachement compliqué pour chauffer le sang et nous rendre indépendants des conditions extérieures et du soleil. Donc, aussi bien la température que le système osseux, que la protection, que la carapace, que la fécondation, on a eu progressivement une intériorisation de la fonction. Donc, une des clés d'évolution qui permet de se libérer des circonstances du monde extérieur, qu'elles soient apocalyptiques ou pas, c'est cette fameuse symbolisation. C'est-à-dire comment faire d'un événement extérieur une naissance intérieure. Donc là, on ne va pas faire bien sûr un nouvel os ou un nouvel système de régulation, c'est déjà fait. Par contre, on peut entrer augmenter le poids de notre intériorité pour se libérer de plus en plus du poison, notamment informatif, du monde extérieur. Donc ici, ce qui doit être intériorisé, en réalité, c'est l'information. C'est plus des données purement biologiques. Donc lorsque l'information vient du soin, évidemment, elle est moins nocive que lorsqu'elle vient des réseaux Internet ou de la radio ou de la télévision. Donc la coopération est un autre élément, une autre clé importante. J'évoquais tout à l'heure l'actinomycète. On pourrait évoquer le lichen. Pourquoi le lichen a traversé toutes les grandes crises biologiques? Parce que c'est en fait l'association d'une algue et d'un champignon. Et il a conquis, comme l'être humain, il a conquis en réalité toutes les surfaces vivantes, toute la surface de la planète. Donc l'algue, elle fait quoi? Elle prend les minéraux de la terre et le champignon, il va prendre les minéraux de la terre et l'algue photosynthétique, elle va prendre la lumière. Donc c'est une coopération, l'un prend le ciel, l'autre prend les racines. Donc cette coopération a permis à cet organisme de tout conquérir quasiment. L'œil humain, ou le principe d'ailleurs de tous les yeux, c'est quoi? C'est la coopération entre le bâtonnet, c'est quoi? Qui est dans notre œil. C'est une ancienne bactérie qui a décidé de rester dans l'œil. Et donc, grâce à la coopération entre le règne bactérien et le monde des mammifères, on a une vue qui est perçante et pertinente. Donc vous voyez que la coopération est infiniment plus efficace que la compétitivité. Là encore, c'est un changement de paradigme, hein. Mais si on regarde le monde du vivant, pourquoi il a traversé les crises? Parce qu'il a appris à coopérer. Et puis, donc, coopération, intériorisation des fonctions, intelligence du vivant, et je voudrais évoquer là une autre clé, je crois dont j'ai déjà parlé, mais la reformuler autrement, c'est la question de la sensibilité. Pourquoi l'être humain a conquis tous les espaces? C'est-à-dire, c'est une espèce de truc, un vermisseau vertical, qui est nu, qui n'a pas de griffes, qui n'a pas de peau épaisse pour le protéger, qui court pas vite. Franchement, ça me fait toujours rigoler les gens qui font de la course, enfin en compétition, hein, pas personnel, mais quand on pense aux guépards, aux grands mammifères, ils vont infiniment plus vite et ils ont 4 pattes, c'est quand même bien plus pratique et c'est beaucoup plus joli en plus. Bon. Donc l'idée c'est quoi? C'est que
qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La coopération? Non, la fragilité. Oui. L'être humain est nu, n'a pas de griffes, il court pas vite, il n'a pas de système de défense, il ne sait pas comme le requin mordre ce qui arrive, ou comme le poisson électrique lancer des décharges aux autres, etc. Donc il est d'une fragilité incroyable. Mais c'est notre fragilité qui nous a permis de conquérir tous les espaces. Parce que d'une part, ça nous a obligés de développer le cerveau, mais aussi parce que, au fond, c'est l'accueil de notre fragilité qui va nous permettre d'accomplir notre position verticale entre la terre et le ciel. C'est-à-dire, c'est rentrer dans sa vulnérabilité qui nous permet d'être fécondés par l'archétype. Et de rentrer dans la pressante présence du moment présent, c'est-à-dire l'éternité. Parce que l'éternité et le zéro sont les deux bouts du temps. Donc si on est dans le zéro du temps, on rentre en contact avec l'éternité. Et c'est justement parce qu'on est fragile, alors je ne parle pas physiquement, si je parle psychiquement, que la fécondation peut se produire. Les mythes nous le disent. Hercule, le plus grand héros de la mythologie grecque, et d'une part, tous les héros sont les fruits de la naissance, de la fécondation d'une femme par un dieu. Donc du féminin dans sa fragilité, dans sa réceptivité, par un dieu, c'est-à-dire la puissance d'un archétype. Et Hercule, le plus grand des héros, sa mère s'appelle Alcmène, qui veut dire de la puissance de la lune. Donc c'est parce qu'elle était hyper lunaire, c'est-à-dire hyper dans la sensibilité, que Zeus a pu la féconder et donner naissance à Hercule, qui est le figurant emblématique, qui a conquis l'immortalité. Donc vous voyez que la fragilité est le point de départ de l'aventure héroïque. Et donc le point de départ de toute transformation signifiante. Donc en ces moments où le monde se transforme, bien sûr, la nature va nous rappeler notre nature humaine, et nous reposer cette question: comment est-ce que tu utilises et reconnais ta fragilité pour faire un pas de plus dans ta propre ontologie, c'est-à-dire pour aller un peu plus vers ton essence. Et donc aujourd'hui, évidemment, on fait les choses à l'envers. On dit aux personnes: il faut être fort, il faut être concurrent, il faut vaincre les autres, etc. Mais enfin, si on avait des griffes et une bonne carapace bien tannée, ça se verrait sur notre corps. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on devait faire plein de choses avec la main. Parce que la main, au fond, elle est d'une fragilité incroyable. Donc elle n'est pas faite pour creuser des trous, tenir une pioche, etc. Elle est faite pour bénir. Elle est faite pour bénir. C'est-à-dire, elle est faite pour transmettre l'énergie du cœur. La main est la prolongation du cœur. Donc voilà, donc il faut réfléchir en réalité à la nature humaine pour essayer de passer ce grand moment de transformation qui est devant nous. Je crois que j'avais une dernière clé à vous proposer. Oui, celle-là, je l'ai évoquée à plusieurs reprises, mais c'est la notion de liberté. Si on regarde l'évolution depuis l'âge d'or, c'est-à-dire le monde du peuple premier jusqu'à aujourd'hui, on s'est coupé de l'archétype, mais on est dans une liberté croissante. Les peuples premiers étaient scotchés à l'archétype, c'est-à-dire ils n'avaient aucun choix. Les fêtes du Nouveau, les fêtes de Nouvel An qui ont donné le carnaval, c'est des fêtes où l'individu, la différence est un péché, la nouveauté est un péché, et il faut détruire la nouveauté. Il faut être très clair là-dessus. La nouveauté, c'est une horreur. Vous êtes d'accord? Parce que ça coupe du mythe fondateur de la tribu, et du coup, après, c'est du grand n'importe quoi. Chacun fait que ce qu'il veut, que ce qu'il pense, et c'est le foutoir, quoi. Bon. Donc, dans les peuples premiers, la différence est un péché. Donc, la liberté est un péché. Dans les peuples messianiques, donc, qui sont arrivés à partir de 13, 15 000 ans avant notre ère,
notre seule liberté, c'est de bien interpréter la parole de Dieu, ou les évangiles, ou la Bible, ou le Torah, ce que vous voulez, peu importe. Mais notre seule liberté, c'est de nous tromper. C'est-à-dire, je comprends mal la parole de Dieu, donc du coup, je vais mal l'appliquer, donc du coup, je vais pécher, je vais me tromper. Donc on rentre bien sûr dans cette thématique du bien et du mal, que j'ai évoquée par rapport à l'agriculture et l'élevage. Mais j'ai quand même une liberté. Avec le monde scientifique, les seules limites de la liberté, c'est l'ignorance des lois. C'est-à-dire, je vais le formuler autrement, c'est la connaissance des lois qui rend libre. Des lois physiques, des lois de la nature. Parce que je connais les lois de la physique, je peux construire un barrage sans qu'il s'écroule, ou je peux faire de l'électricité parce que je connais ce que c'est que la résistivité, les fameuses constantes électriques, etc. Donc c'est la connaissance de la loi qui rend libre. Mais je suis quand même limité, au fond, par ces lois-là. Mais vous voyez qu'il y a quand même une explosion, en réalité, de la liberté. Et puis, dans l'ère dans laquelle on se trouve, on n'est même plus limité par les lois de la physique. Puisqu'on est en train de construire le métaverse, où on peut très bien marcher sur la tête et ça ne gênera personne. Donc on va rentrer dans un monde, on est en train de rentrer dans un monde où tout est possible, qui défie même les lois de la physique. Alors un mot sur ce fameux métaverse. Comme toujours, c'est une chose et son contraire. La version ombre, c'est que c'est en fait une méta-réalité, c'est-à-dire c'est une Maya 2.0. Vous savez qu'on vit dans le monde de l'illusion parce que la conscience est attachée à toutes les formes, etc. Mais on est en train de créer une Maya 2.0, c'est-à-dire une espèce de grand monde illusoire dans lequel la conscience peut se perdre. Donc ça, c'est la version ombre du miroir magique que j'évoquais tout à l'heure. On me disait, magie et image sont en miroir, forment un anagramme. Mais vous avez un autre mot qui est intéressant, qui est information. Information, c'est ce qui informer, information. C'est ce qui est dans la forme. Donc l'information, une forme est une information. C'est le fondement de la pensée symbolique. Dès que vous voyez une forme, vous voyez ce qui transparaît derrière ce qui paraît. Donc, on peut penser que la version lumière du monde du métaverse, c'est d'ouvrir la conscience à tous les possibles et la sortir des lois de la physique et de la sortir des systèmes de croyance qui disent qu'il faut manger pour vivre, par exemple, et donc aller vers le prana. Donc, ça peut ouvrir, en fait c'est une représentation du monde imaginal, au sens de Ricordo. C'est-à-dire le métaverse est une métaphore du monde imaginal. Et donc ce n'est pas le contact avec le monde imaginal, bien évidemment, puisqu'on peut s'y perdre, mais on peut aussi se perdre dans le monde imaginal, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas forcément agréables. Mais en tout cas, le fait de rentrer dans ce monde-là peut préparer notre conscience, parce que ça crée des ouvertures et ça crée des shifts neuronaux par rapport à nos systèmes de croyances, qui fait que on sera de plus en plus prêt pour rentrer dans le véritable monde imaginaire. Si vous chevauchez une licorne sur Internet, sur le métaverse, peut-être que vous ouvrez votre conscience pour chevaucher votre licorne intérieure. Donc c'est aussi l'aspect lumière, évidemment, de cette histoire. Voilà. Donc si je récapitule ces différents points importants, on est aujourd'hui à la fin de l'âge de fer. Alors c'est difficile de donner des dates, mais ce ne sera pas un siècle, c'est peut-être 10 ans, 15 ans encore, puisqu'on est rentré en 90, 89, et ça fait déjà 30 ans qu'on est dedans, et on voit bien que non seulement l'histoire s'accélère, mais l'histoire se catastrophise. Et que de toute façon, d'un point de vue objectif, on est dans la 6e grande extinction. Que c'est une structure mythologique qui n'est pas liée, bien sûr, au christianisme ou aux religions messianiques, mais qui est liée, qui est un processus mythologique historique, qui est lié à la nécessaire prise de liberté de l'être humain qui se décolle progressivement de l'archétype. Donc c'est le désenchantement du monde.
Alors pour passer à la suite, on a plusieurs clés, les clés biologiques que j'ai évoquées, c'est-à-dire l'intelligence du vivant, l'intelligence du corps, la coopération, les vertus de l'isolement, ou plutôt de la solitude, qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui dans nos vies. Le métaverse dans son ambivalence, la capacité de revenir aux racines, le stock, les mémoires du vivant, et puis la fragilité, l'accueil de sa sensibilité, l'accueil de sa vulnérabilité, puisque c'est les seules conditions où le soi peut nous féconder. Et ensuite, évidemment, ce point un peu essentiel qui est un petit peu le fil directeur de tout cet exposé. Nous sommes aujourd'hui dans une période de crise, ça on s'en rend compte, mais ce n'est pas une crise économique, ce n'est même pas une crise historique que l'on peut comparer à la chute de l'Empire romain, c'est une crise ontologique qui nous amène à une nouvelle naissance, d'aller vers un nouvel homme, vers une nouvelle humanité, en changeant profondément notre nature humaine. Alors cette thématique du nouvel homme, là, on ne peut pas la développer, mais vous voyez qu'elle est dans l'air depuis le début du XXe siècle, puisque le transhumanisme américain est né à ce moment-là, le transhumanisme russe, qui est un peu différent, avec ce qu'on appelle le cosmisme en fait, est aussi né dans les années 1894, donc fin 19e, début 20e, et puis on a eu la mécanique quantique qui évidemment révolutionne notre conception du monde, mais on a eu surtout le nazisme, le surhomme nazi prophétisé par Nietzsche, mais il faut faire attention parce que Nietzsche n'était pas nazi, tout ça c'est un peu compliqué, mais peu importe. En tout cas, l'idée de surhomme est née concrètement avec le nazisme, et il s'est confronté à un autre peuple qui est le peuple juif, qui se considère lui aussi comme un peuple élu. Et enfin, le monde soviétique a cherché à construire le monde nouveau. Et aujourd'hui, le transhumanisme, né à peu près à cette même époque, cherche à construire aussi un homme nouveau. Alors, le nazisme par la guerre, le transhumanisme par la technologie, le communisme par la rééducation psychologique, et enfin, en 1932, chez Aurobindo, publié un petit ouvrage qui s'appelle The Superman, et qui montrait comment l'individu pouvait se transformer par la descente du supramental jusque dans la plus fine pointe de ses cellules. Donc on peut choisir notre manière d'aller vers le surhomme. Mais en tout cas, cette idée de l'homme après l'homme, pour reprendre l'expression de Saint-Prêtre, est dans l'air du temps. Et probablement que nous sommes dans une grande crise ontologique qui va nous amener alors soit vers un nouvel âge d'or, soit en tout cas vers une transformation profonde de notre nature humaine. Voilà, je vous remercie. Il reste pas mal de temps parce que jusqu'à midi tu en fait, c'est 11h22. Donc il y a du temps pour des questions, ou si tu veux encore alimenter ton Non, je pense qu'on va prendre des questions parce que c'est toujours un peu fatigant d'écouter avec attention. Donc on peut peut-être prendre des questions. Alors, question. Alors, merci beaucoup pour cet exposé. Moi j'étais sensible à cette notion de temps. Et puis alors déjà, juste quelques petites remarques. Dans l'évolution, on arrive à l'homme isolé devant son ordinateur et son pot de fleurs. Ça pourrait aller encore un petit peu plus loin en se disant que la fleur est devenue une fleur en plastique. Absolument. On peut pousser le bouchon encore un peu plus loin. Et puis, par rapport à cette inversion du passé, du futur, quand on écoute les mots, on se dit que finalement le passé c'est ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne sait pas c'est ce qui est devant nous, et le futur c'est là où fut, aur, la lumière. Donc la lumière fut, c'est le passé, là où fut la lumière finalement dans le futur. Donc on peut inverser complètement effectivement ce rapport au temps. Mais je vous invite à voir ça pas seulement d'une manière intellectuelle, c'est-à-dire ça c'est le troisième travail d'Hercule, lorsqu'Hercule a capturé le sanglier d'Érimonde. On sait dans la mythologie que donc il y a eu 12 travaux,
Et qu'Hercule est donc monté au sommet de la montagne, il est arrivé dans la neige, et il a creusé un trou, il a poussé un grand cri, et le sanglier est descendu. Alors on nous dit textuellement que le sanglier c'est la métaphore du soleil, c'est la métamorphose du soleil. Et donc pour le ramener dans la vallée, il l'a mis sur son dos. Donc il a mis le soleil sur son dos, et ce troisième travail est le travail où ensuite il va aller travailler avec les Argonautes. Donc il va comprendre la mission de son existence pour travailler avec un collectif qui va chercher la toison d'or. Bon, ça ne va pas durer longtemps parce que Hercule est un fichu individualiste, mais symboliquement c'est intéressant. C'est-à-dire, je vous invite à sentir la présence du soleil derrière votre dos et à vous ouvrir au souffle de l'esprit qui va guider les destinées de chacun. C'est pas une posture métaphysique, c'est une posture intérieure aussi. C'est aller dans la présence, donc oui. Vous l'avez évoqué. Oui. Et justement, moi je travaille sur ce qu'on appelle la primosophie, donc c'est une guématrie qui utilise les nombres premiers. Oui. Là c'est la sagesse du 1, primosophia. Oui. Et on va aller rechercher cette unité, et dans ce décodage, il se trouve que le mot la présence totalise, donc les mots deviennent des nombres. La présence c'est le 264 qui va représenter aussi l'alignement et le recentrage. Oui. Et qui nous dit en nous. Oui. Donc tout est là. C'est effectivement de se remettre en nous, de s'aligner sur la source qui nous dit aussi le zéro. Vous voyez, donc tout est indiqué déjà dans notre langage. Et donc effectivement, c'est d'aller se remettre dans ce zéro pour s'aligner, se recentrer et ressentir la présence du divin. Et c'est le mot pyramide aussi. La pyramide, c'est le même nombre. Et la pyramide, qu'est-ce que c'est ? C'est une base posée au sol, avec un axe vertical et un sommet pour aller vers le 1. Donc, voilà. Ce qui est magique, c'est que quand on commence à regarder les symboles, y a c'est des faisceaux d'informations, quelles que soient les approches qu'on a, qui donnent un sens commun en réalité. Donc l'univers est bavard. Il est incroyablement bavard. Simplement, il ne s'exprime pas par la parole. Je voulais vous poser une question, parce que par la vision astrologique des 4 âges de l'humanité, en fait, ils prennent, avec la précession de la roue des précession des équinoxes, on a à peu près 24 000 ans à peu près par âge, ce qui nous donnerait, c'est 2000 ans par ère, comme l'ère du poisson qui a duré de 2000 ans, donc on multiplie par 12, ça nous donne à peu près 24 000 ans. Ce qui ferait que l'âge de fer aurait déjà commencé par 24 000 ans. Alors, je pense que, en fait, je crois que dans chaque âge, il y a les 4 âges qui se répètent d'une autre manière. Donc, ce qui explique parfaitement la chronologie que vous avez donnée. C'est pas une critique, au contraire. Mais c'était juste pour dire, parce que là, on parle de temps antédiluvien avec la période de l'Atlantide, du continent de Mu. On passe vraiment avec cette période de 24 000 ans à des âges astrologiques. Donc, c'est quand même un changement énorme. Je pense, voilà. C'est aussi une question, par rapport au temps que vous donnez. Et en fait, quelque chose m'a dit, oui, mais il y a dans chaque âge, les 4 âges se répètent. Oui, quand je parle de ces 4 âges de la civilisation, c'est en analogie avec la structure des 4 âges mythologiques. Mais si on regarde effectivement ce qu'on appelle les Manvantaranas, c'est-à-dire les temps qui sont donnés par la tradition hindoue, alors chaque âge, le deuxième âge dure la moitié du temps que le premier, le troisième la moitié du temps que le deuxième, et le quatrième la moitié du temps que le troisième. Donc il y a une accélération du temps. Mais ça ne correspond pas au temps qu'on a donné par rapport à notre histoire à nous, bien sûr, l'histoire de la civilisation humaine. Donc c'est plus à lire comme une fractale, en réalité, de ce grand cycle des 4 âges que comme un décodage littéral des 4 âges. Mais simplement, les mythes, on peut aussi associer, les mythes permettent une lecture à différents niveaux. On peut aussi associer les 4 âges à une vie. Âge d'or, enfance, âge d'argent, adolescence, âge de bronze, adulte, âge de fer, vieillesse. Donc la structure du 4, en fait,
est en fait le chiffre magique de la construction et de la réalisation. On sait que Hercule, par exemple, pourquoi le 4 c'est important? Donc, pour répondre à ta question, oui, le grand cycle des précessions qui dure 26 000 ans, divisé par 12, ça fait des ères de 2160 ans exactement. Donc, on a ère du Verseau, du Poisson, etc. Donc, si on remonte beaucoup plus loin, la chute de l'Atlantide, c'est environ moins 12 000 ans, hein, si on fait confiance au Timée. Hein. Et donc, on était en Lion. L'ère précessionnelle, c'était le Lion, donc on était à la moitié du grand cycle. Aujourd'hui, on est en Verseau, donc on se retrouve en fait à l'opposé du moment de la chute de l'Atlantide, pour le dire comme ça. Donc c'est une autre manière de dire qu'il va se passer des trucs. Ce que je veux dire, c'est que les structures mythologiques sont des structures fractales, c'est-à-dire on peut effectivement l'employer sur les 4 grandes époques de la civilisation humaine que j'ai évoquées. On peut l'employer sur la vie humaine naturellement, simplement parce que le 4 est un chiffre symbolique. C'est-à-dire, si vous dessinez un 4, hein, vous avez la croix, un 4 d'imprimerie, vous avez la croix, et vous avez une ligne qui relie la partie gauche avec le sommet de la ligne verticale. Donc la croix, c'est quoi? C'est l'incarnation de l'espace et le temps, la ligne verticale du temps, la ligne horizontale de l'espace, reliée par cette ligne d'évolution qui passe du passé vers le point de transcendance, vers le point du ciel. Donc pourquoi le 4? C'est pas seulement la pierre cubique hein, des maçons, c'est le chiffre d'Hercule. Hercule a créé les Jeux Olympiques, qui se reproduisent tous les 4 ans. Il faisait 1m72, ça c'est pas très important, mais 4 toises en grec. Il a à un certain moment fécondé 51 filles, les filles de Thespios. Alors 51, c'est le nombre de lunaisons qui s'épanouissent pendant 4 années. Il est mort à 52 ans, qui est un multiple de 4. Et il a fait bien sûr les 12 travaux, qui est un multiple de 4. Donc, le chiffre 4, et il est né à 4, nous dit-on aussi dans le texte, et les poètes grecs disaient, ceux qui sont nés à 4 n'ont pas de chance parce qu'ils trimeront toute leur vie. Donc, vous voyez que le 4 est le chiffre de l'incarnation de l'esprit de la matière. Le 4, c'est le labeur qui va permettre de manifester l'archétype. Et en faisant ces 12 travaux, Hercule a 4 x 3 a manifesté le 4 sur les 3 plans physique, émotionnel, mental, et il a fini sa vie, devinez quoi, comme portier dans l'Olympe. Alors c'est un beau symbole de finir comme portier dans l'Olympe, parce qu'il est capable d'ouvrir la porte aux dieux, c'est-à-dire à la descente des archétypes, et de la fermer si ça ne lui plaît pas. Donc, c'est cette capacité qu'a l'être humain, réalisée, nous dit le texte, puisque déjà dans le 10e travail, on nous dit c'est le travail ultime que l'être humain peut accomplir, c'est la réalisation de la totalité de la nature humaine. Donc la totalité de la nature humaine, c'est cette capacité d'ouvrir ou de fermer la porte à la présence du monde des dieux. Et donc, on est à la fois dans la liberté d'ouvrir la porte et dans le contact avec le monde des archétypes, c'est-à-dire avec les mythes fondateurs que les peuples premiers, bien sûr, connaissaient, mais j'étais scotché à lui. Donc vous voyez ce que nous promet en réalité le nouvel âge d'or, ou le nouvel âge en tout cas, même s'il y aura beaucoup de difficultés pour y arriver, c'est cette capacité, cette liberté humaine de créer une nouvelle alliance avec le monde du sens, comme Hercule a fait lorsqu'il a fini son parcours des 12 travaux. Vous avez beaucoup parlé du monde des vivants, de l'aspect vivant. Oui, le biologie. J'ai du mal à formuler, mais dans les peuples premiers, ils étaient en connexion avec ce monde du vivant. Oui. Après, il y a eu cette descente dans l'incarnation.
Et à l'image de l'arbre, par exemple, ou de la plante, qui contient dans sa semence tout le développement futur, est-ce qu'on peut dire aussi que les microcosmes que nous étions dans cette descente contenaient également finalement le plan? Oui, c'est une bonne question. Alors, j'adore dire que c'est une bonne question, ça me laisse le temps de réfléchir. D'un point de vue symbolique et biologique d'ailleurs, toute l'information est déjà là. On possède déjà toute l'information. Alors, je dis pourquoi d'un point de vue symbolique, parce que si vous regardez par exemple ce qui s'est passé, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes tombé amoureux, ce qui se passe, vous avez lancé un projet et puis vous regardez, etc. Donc vous regardez l'environnement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en analysez les lectures symboliques. Toute l'information du projet est déjà présentée sous forme symbolique au moment du la première rencontre, du premier acte. Puisque le symbole va se déployer effectivement comme une semence de sens, hein, c'est-à-dire il contient toute l'information dès le départ, comme une semence de chêne, et puis le chêne va progressivement se déployer en manifestant la semence, c'est-à-dire le potentiel qui était à l'origine dans la rencontre, dans le projet, etc. Après, donc pour répondre à votre question, c'est oui. Mais comment dire, c'est pas parce qu'on a la connaissance infuse, c'est-à-dire qu'on a cette conscience profonde de ce qui doit être, de notre vérité intérieure, on va dire, que celle-ci se manifeste facilement dans le monde. Ça, c'est tout le drame de la licorne hein, dans la mythologie. La licorne qui dit à mon parce qu'elle a son troisième œil là, bien ouvert avec sa corne. En fait, elle a... Ouais. Donc, elle est dans l'information pure, elle est dans la certitude de l'information pure, et elle refuse l'incarnation. La licorne le dit dans son nom, licorne. Je ne me suis pas lié au corps, je ne suis pas lié à l'incarnation. Donc notre difficulté à nous, c'est l'incarner et de manifester ce potentiel d'information qu'on contacte et qu'on possède dans le soi, d'une certaine manière. Donc c'était quoi votre question par rapport à ça? C'était l'idée qu'en tant que manifestation de la totalité, en tant qu'être humain, nous venions d'un plan qu'on pourrait dire originel dans le sens peuple premier. On baignait dans la manifestation de Dieu, on peut dire ça comme ça, et qu'il y avait cette incarnation après dans la matière. Et à partir de là, j'ai beaucoup bien ressenti tout les analogies que vous faisiez par rapport au vivant, et que en tant qu'être humain, on fait partie du vivant, et que si l'information est contenue dans tout ce qui nous entoure, elle est contenue en nous-mêmes. Et s'il y a un retour, il y a sûrement un processus pour retourner vers cette information. Parce que, comme le disait, je crois, Pascal hier, avec ces trois phases, dont la dissolution de quelque chose qui ne fait pas partie du processus. Oui. Alors, du devenir, de l'homme nouveau dont vous parlez. Absolument. Alors, pour utiliser un langage alchimique, tout ce processus d'incarnation, au fond de matérialisme progressif qui s'est imposé à notre civilisation, c'est du coagulat. Le coagulat, c'est la cristallisation, c'est la densification progressive des différents corps.
plus on a d'expérience, je vais le formuler comme ça, plus on a d'expérience, plus on a d'histoire, plus on se densifie et plus on arrive à avoir des certitudes. Ça, c'est le problème, parce que quand on a des certitudes, on se cristallise et on meurt. Donc le processus du retour, c'est l'inverse, c'est le solve. Le solve, en langage psychologique, ça s'appelle le lâcher-prise. La dissolution des mémoires. Donc dissolution de tous nos nœuds physiques, émotionnels, mentaux, c'est-à-dire de tous nos espaces de souffrance, retrouver la souplesse du corps, dissoudre nos espaces, nos mémoires de souffrance sur le plan émotionnel, et dissoudre nos représentations, nos systèmes de croyances, dissoudre nos savoirs. Et c'est lorsque ce processus de solve commence à œuvrer que la sensibilité retrouvée permet le contact avec l'archétype et le retour à la source. Alors, je suis obligé de le faire rapidement ici. Mais effectivement, cette notion de solve est une autre clé pour faire le passage. Y a-t-il une autre question? Plusieurs. Oui, parmi toutes les questions posées, moi j'étais assez intéressée par l'idée, donc quand vous avez parlé du groupe, alors je ne me rappelle plus le terme que vous avez employé en disant qu'il fallait s'allier ou se relier au maillon faible dans la chaîne. Oui, je disais que la chaîne avait la force de son maillon plus faible. Voilà, c'est la force de ce maillon plus faible. Or, après, une réflexion a été sur la brèche et l'ensemencement, la vulnérabilité, la brèche. Et je pense qu'il y a un lien important entre les deux. Par rapport à la première question sur solitude et groupe, voilà, j'aimerais, si vous pouvez aller un peu plus loin là-dedans, ça m'intéresserait. Merci. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je ne sais pas si c'est dans la direction que vous souhaitez. J'ai fait le lien, moi, dans ma tête. Ouais. Alors, l'espace le plus faible est un espace de faille. Or, la faille, c'est ce qui permet justement de faire passer la lumière. Donc, quand je disais la chaîne a la force de son maillon plus faible, c'est vrai en conscience de groupe, mais on peut aussi considérer que la faiblesse est l'espace par où le futur va se révéler. C'est-à-dire, vous savez, un vase qui est fêlé, il peut au moins transmettre la lumière, alors que les vases qui ne sont pas fêlés, ils accomplissent juste leur fonction normale de vase. Donc, pour le formuler encore autrement, on pourrait dire que les gens qui sont psychotiques ou qui ont des problèmes de folie, entre guillemets, pour faire simple, dans la société, ce ne sont pas les gens nécessairement... un monde normal de maillons forts peut considérer que le maillon est faible, et donc la société peut se sentir fragilité par ces anormalités. Mais au fond, on peut aussi considérer que celles-ci sont des signaux d'alerte qui disent que quelque chose ne fonctionne plus dans le groupe. Autrement dit, c'est toute la thématique du bouc émissaire, par exemple. On peut considérer que les personnes les plus fragiles sont les personnes les plus sensibles au fait que la collectivité ne répond plus aux besoins du temps, c'est-à-dire ne soit plus en phase avec l'histoire, c'est-à-dire avec le présent ici. Et donc plus il y aura, c'est Maffesoli qui dit ça très justement, c'est-à-dire pourquoi il y a des révolutions en ce moment. Simplement parce que la manière dont pensent les élites, entre guillemets, ne correspond, c'est-à-dire le summum du vieux monde, les élites, c'est jamais que le summum du vieux monde, ne correspond pas à ce que sent confusément la population par rapport aux besoins des temps nouveaux. Donc du coup, il y a un décalage entre ce qui est pensé en haut et le besoin confusément ressenti en bas. Et c'est ça qui fait les frictions et des révolutions. Donc le maillon faible, c'est lui qui va le plus être sensible à ce décalage et dire que
par sa folie, par sa manifestation, par sa révolution, si on pense au plan collectif, comme les Gilets jaunes par exemple, c'est lui qui va dire « Ok, je n'ai pas la solution, mais je témoigne de ce dysfonctionnement. » Et donc, il est un signe qui dit, un symbole qui dit que quelque chose dysfonctionne, au lieu d'être considéré comme une pathologie qui devrait être réparée pour que le vieux monde continue à fonctionner comme avant. Quelqu'un d'autre? C'est à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure sur les animaux dans les archipelagos. Et qu'en fait, puisqu'ils sont les survivants d'autres apocalypses, qu'en fait, eux, ils sont un peu les codes pour dépasser tout ça. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup regarder. C'est en fait la mémoire génétique des êtres humains. Donc, c'est la même chose pour nous un petit peu. Enfin, c'est ça que je veux demander. Est-ce qu'il y a des grandes études ou des choses qui ont fait chez les scientifiques, parce qu'on a de moins en moins d'informations chez les scientifiques qui est publique. Hein. Bon, dans les études, moi, je pense qu'on a tous de la mémoire génétique qui se rejoue, hein, et qui a en fait fait que, ben voilà, on peut être préparé, tous les mammifères peuvent être préparés pour chaque transition. En fait, on a les outils, génétiquement même, qui se répètent. Oui, on a à peu près même 10% à peu près dans notre code génétique de néandertaliens. Donc, vous savez, il y a eu deux espèces, un sapiens et un néandertal. Néandertal a disparu. C'est eux qui ont fait ces merveilleux dessins dans les grottes du Paléolithique, hein, il y a 30 000 ans. Mais ils ont disparu. On ne sait pas très bien pourquoi. Hein. Soit ils ont fusionné avec le sapiens, soit ils ont, la glaciation les ont rétamés. Mais en tout cas, on continue à avoir la mémoire de tout ça dans notre code génétique, effectivement. Donc, puis dans le code génétique, on a la mémoire du vivant dans son ensemble, hein, du reste. Puisque le code génétique est universel, c'est le même hein, pour tout le vivant. On a 4 adénine, thymine, guanine, cytosine, on a 4 paires de bases qui font notre code génétique et qui est un langage universel du vivant. Donc effectivement, du point de vue symbolique, et du point de vue réel d'ailleurs, dans chacune de nos cellules, on a la mémoire de toutes les espèces du vivant et probablement la manière dont elles ont traversé les grandes extinctions. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, parce qu'en fait, je précise, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire, tous nos gènes ne sont pas forcément exprimés. On sait aujourd'hui, par cette fameuse épigénétique, qu'ils sont régulés par l'environnement. Donc, si l'environnement change, les gènes qui constituent nos cellules, vous savez que dans chacune de nos cellules, on a des gènes qui peuvent reconstituer la totalité du corps. Toute l'information du corps est contenue dans chaque cellule. Mais la plupart des gènes sont inhibés parce que certains disent, voilà, moi je fais une cellule de foie, donc j'arrête toutes les autres productions pour pas produire un être humain dans le foie, ça ferait bizarre. Donc, mais on a des cellules totipotentes, bref, peu importe. Bon, donc si l'environnement change, la régulation on a certaines protéines qui empêchent la lecture du code génétique. Donc si l'environnement change, ces protéines vont être modifiées et donc il y a de nouveaux gènes qui pourront être exprimés. Donc tout ça pour dire quoi? Que c'est le signal de l'environnement qui va nous permettre de retrouver des capacités biologiques qui sont perdues pour nous adapter et utiliser cette mémoire ancestrale qui est dans nos gènes d'adaptation du vivant au monde. Moi, j'aimerais savoir, par rapport aux Mayas qui parlent du 5e soleil, quel crédit vous apportez à ça, sachant que les Mayas ont été un peu remis sur le devant de la scène de manière pas très sincère, et quel rapport vous faites éventuellement avec les 4 âges dont vous avez parlé? Moi, j'ai du mal à répondre à cette question parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de bavardage sur le calendrier maya. Je discutais un jour, quand j'étais en Amérique du Sud, avec une spécialiste des peuples premiers et des Mayas,
elle disait tout ça, ça ne correspond absolument à rien par rapport à la culture maya. Donc, enfin, ça a été beaucoup transformé. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas dire quelque chose là-dessus. Oui, j'ai une question aussi, mais pour rebondir sur les Mayas, ça a été poussé par un jésuite français qui s'appelait Teilhard de Chardin, qui est un idéologue assez marqué. Teilhard de Chardin parlait des Mayas? C'est lui qui a inspiré Terence McKenna, qui est la personne qui a popularisé ça pour 2012. La noosphère, mais c'est autre chose. Les Mayas, oui, mais la personne qui a mis ça en avant, Terence McKenna, l'américain, il a dit qu'il s'était inspiré de Teilhard de Chardin pour cette théorie-là. Ah oui, mais alors, pour avoir lu Teilhard de Chardin, franchement, j'ai aucune référence de Teilhard. C'est ce que dit en tout cas McKenna. Après peut-être qu'il s'en sert aussi de faire valoir, on ne sait rien, pour mettre en avant ces trucs, mais il le dit. Oui, donc il faudrait voir sur quoi il s'appuie pour dire ça. Bon. Après, évidemment, il était suspect, ce type-là, McKenna. Bon, voilà, mais, je sais qu'il dit ça. Et sinon, ma question, c'était par rapport pour rebondir sur l'ADN. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle l'ADN poubelle, qui est justement le nom est bizarre et ça donne envie. C'est un peu comme si on voulait dissuader les gens d'aller voir trop près ce que c'était, en disant c'est. Oui, ce qu'on appelle le junk ADN en anglais. En fait, on l'a appelé poubelle parce qu'on ne savait pas à quoi ça servait à l'époque. Donc effectivement, pour expliquer les choses, on a des gènes qui codent pour des protéines et puis qui sont dispersés un peu le long du chromosome, et puis il y a plein de bouts d'ADN dont on ne savait absolument pas à quoi ça servait et qui apparemment codaient pas pour des protéines. Donc on a dit c'est de la poubelle. Mais en fait depuis, on sait que ça c'est ancien, ça date des années 90-2000, mais depuis on réalise de plus en plus que ce qu'on appelle l'ADN poubelle, c'est en fait des morceaux d'ADN qui sont utilisés pour la croissance fœtale et pour ces systèmes de régulation très complexes qui fait qu'il y a certains signaux qui se mettent en route pour faire que le fœtus puisse grandir correctement. Donc ils interviennent, on pense en tout cas essentiellement aujourd'hui, dans le système de régulation de la cellule pour la croissance du fœtus. Question ? Bonsoir, bonjour. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. Je vais poser une question un peu politique, hélas. Klaus Schwab. Klaus Schwab. Klaus Schwab. Le président, l'instigateur des rencontres de Davos a écrit plusieurs livres sur le Great Reset, comme on dit. Et il dit, quand ce sera fait, le Great Reset, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Est-ce que c'est parodique ou est-ce qu'il est en accord avec cette théorie de l'âge d'or? Bonne question. Ça m'amène sur un terrain que je voulais éviter. Je ne crois pas que ce soit parodique. Pourquoi? Parce que, je voulais éviter d'entrer là-dessus, mais parce qu'on va en fait vers deux humanités. On va vers, alors j'ai essayé de développer l'aspect lumière, c'est-à-dire comment traverser la grande extinction, quelles ressources on avait et quelle pouvait être la nature du nouvel homme. Vous pouvez lire aussi cet ouvrage de Saprem qui est passionnant sur le mental des cellules, qui reprend qu'est-ce qui se passe lorsque le supramental descend dans les cellules. Donc ça c'est l'aspect comment on va vers l'homme après l'homme. Mais évidemment, il y a l'aspect ombre où on va vers l'esclavage. C'est-à-dire, c'est l'autre dimension plutonienne. Pluton, c'est la métamorphose, mais c'est aussi l'esclavage. Et à ce moment-là, s'il y a une part de l'humanité, il y aura nécessairement, malheureusement, qui ne fait pas ce travail lié à la solitude, lié au contact avec le soi, lié au retournement, donc au salve qu'on évoquait, enfin toutes ces dimensions, en tant qu'individu.
Parce que ça ne va pas se faire tout seul, ni par miracle, ni par collectif. Cette autre partie de l'humanité va entrer dans la version sombre de Saturne, c'est-à-dire être lié, perdre sa liberté et entrer dans une forme de société de consommation où on va faire une grosse machine et où l'homme va entrer vers le robot, c'est ce que nous promet le transhumanisme d'une certaine manière. Pourquoi il nous promet ça ? Parce qu'en fait, si on lit les choses symboliquement, c'est mettre du silicium dans du vivant, le transhumanisme. C'est-à-dire mettre de la matière dans le corps. Donc ce qu'on appelle l'homme augmenté, on peut aussi bien l'appeler un robot humanisé. Je ne vois pas très bien la différence, si ce n'est qu'elle est importante. Et pour reprendre ce que disait Edgar Morin, le transhumanisme est en fait un sous-humanisme, puisque c'est en fait nier ce que l'être humain de plus essentiel, c'est-à-dire son essence ou sa dimension subtile ou sa part d'invisible, ou sa part de mystère. Donc oui, il y aura de ce point de vue une grande partie de l'humanité qui va rentrer dans l'esclavage, pour le dire comme ça. Et l'esclavage n'est pas nouveau, hein, c'est une longue histoire qui date des Romains et encore de bien avant. Et une partie de l'humanité qui va aller vers une nouvelle humanité, justement. Donc c'est un combat entre l'ombre et la lumière. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Un petit peu préciser ta question ? Préciser la question. Oh non. Le fond de ta pensée. Le fond de ta pensée. Mais je n'ai pas de fond de pensée. Si j'en avais un, je serais peut-être content ou pas content, j'en sais rien, mais ça interpelle quand même. Vous n'aurez plus rien, donc on va être pauvre, on va être comme des esclaves qui ne possèdent rien, et vous serez heureux. Est-ce que les esclaves, ils sont heureux ? Mais tu sais, Non, mais lorsqu'on n'a plus de choix, on n'a plus de dilemme, et c'est ça le bonheur selon Schwab. C'est-à-dire, on sera heureux parce on sait exactement ce qu'on doit faire, donc on ne se pose plus de questions. C'est le paradis de l'esclavage. Par contre, s'individualiser, prendre sa propre responsabilité, choisir la voie héroïque, ça c'est un vrai combat. Donc aller vers la lumière, c'est pas la promesse du bonheur, c'est la promesse de la souffrance. Mais une souffrance qui a un sens, pas une souffrance qui est imposée par les circonstances. On choisit à traverser les épreuves. Mais si on choisit pas la voie héroïque, eh ben, effectivement, aujourd'hui, on va avoir le bonheur de l'esclave, c'est-à-dire de la routine, de l'habitude, du non-questionnement, aller une vie réglée du berceau à la tombe. La sécurité. On va arrêter là parce que c'est midi passé, je suis désolée, c'était passionnant. On va encore applaudir Luc, merci beaucoup. Merci. On se retrouve à 14h et bon appétit à tous. Merci.